Nouvelle conférence, nouveau sujet sur ce salon de l'AMIF, la sûreté dans les transports publics en Ile-de-France. C'est un enjeu majeur du retour optimum de la fréquentation. Vous le savez, le sentiment d'insécurité ressenti par les usagers de transports collectifs terrestres de voyageurs est grandissant et impacte fortement essentiellement cette fréquentation. Il est nécessaire pour les agents de sécurité de bien comprendre ce sentiment afin d'assurer sûreté et sécurité dans ces lieux de mobilité. De nombreux moyens et dispositifs organisationnels, humains et techniques sont alors mis en place. Et c'est avec mes deux invités que nous allons en apprendre davantage. Bonjour Gilles Savary. Bonjour. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes consultant, ancien député français et auteur de la loi du 22 mars 2016 sur la sûreté dans les transports. Bonjour également Serge Castello. Bonjour. Vous êtes directeur sûreté groupe Transdev, ancien directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis et ancien contrôleur général de la police nationale. C'est cela. Voilà, on s'arrête là, on a fait le CV quelque part. C'est mon ancien territoire, ça. C'est ça, c'est votre ancien territoire. Je vais commencer justement avec vous, Serge. Une question très claire pour distinguer la sûreté et la sécurité. Ce sont deux notions bien différentes, il faut bien faire la distinction. Alors très simplement, les anglo-saxons ont deux mots pour distinguer ces deux notions. C'est pour la sécurité, le terme « safety » en anglais. Pour la sûreté, c'est le terme « security ». Alors c'est quoi la sécurité ? La sécurité, c'est la protection des personnes et des biens contre les accidents résultant d'une défaillance humaine, d'une défaillance liée à l'organisation ou alors liée à un événement environnemental. Pour être très simple, très mauvaises conditions climatiques, un conducteur n'a pas pris conscience des difficultés liées à cette transformation climatique. Son véhicule dérape sur une tour du verglas et l'accident est créé. Ça, c'est de la sécurité routière, on va dire. La sûreté, c'est bien différent. C'est la protection des personnes et des biens contre les actes de malveillance. C'est la notion centrale de la sûreté, c'est la malveillance. Alors ça peut être aussi les menaces, internes ou externes. C'est bien la différence. Alors, un exemple de sûreté dans les transports publics, on forme par exemple tous nos conducteurs ou nos contrôleurs à la gestion des situations conflictuelles, parce que lors d'un contrôle de titre, vous avez des individus qui se rebellent. Et donc là, c'est des affaires de sûreté où la formation de nos agents est capitale. Alors, il n'y a pas de frontière totalement étanche entre les deux notions, puisque une affaire de sécurité routière, par exemple un accident de la circulation entre un conducteur de bus et un automobiliste, peut très rapidement se transformer en une affaire de sûreté à partir du moment où le conducteur d'automobile s'en prend au conducteur du bus, dégrade par exemple le bus avec des coups de poing, des coups de pied ou alors avec une pierre. Voilà. Donc les deux notions ne sont pas interagissent l'une sur l'autre. Gilles, vous voulez rajouter un mot peut-être sur la distinction entre ces deux notions ? Oh non, mais je crois qu'il a été très complet. D'un côté, des actes accidentels, de l'autre côté, des actes intentionnels. Mais quand même, on entretient la confusion, puisque vous aurez remarqué que quand vous avez des vigiles, on les appelle agents de sécurité. Donc en réalité, ils sont agents de sûreté, ils ne sont pas agents de sécurité. Donc il faut bien garder en tête que les politiques... sûreté, sécurité, c'est des faux amis. Par contre, il y a de vrais amis, c'est la lutte contre la fraude et la sûreté des voyageurs. Parce que très souvent, les fraudeurs introduisent à la délinquance. Voilà. Et donc la lutte contre la fraude et la sûreté sont souvent extrêmement liées. Et on va déboucher sur le concept de continuum de sécurité, qui devrait être un continuum de sûreté d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire de la lutte contre la fraude jusqu'à la protection antiterroriste. Il faut que les choses soient parfaitement chaînées et fluides. Rapidement, pour compléter les propos de Gilles, la fraude, c'est l'antichambre des incivilités et de la délinquance. Donc il est très important de lier la lutte contre la fraude à des actions de sûreté dans les transports publics. Alors justement, en quoi la sûreté et la sécurité dans les transports est-elle un problème ? Et en quoi nécessite-t-elle aujourd'hui un dispositif spécifique ?
Comme vous le savez, les transports publics terrestres, par rapport aux transports aériens, ce sont des espaces très largement ouverts. On peut d'ailleurs les comparer à un espace public. Donc, bien évidemment, ils sont aussi, du fait de ce caractère ouvert au public, des lieux de prédation pour un certain nombre de délinquants. Tout ce qu'on leur retrouve en termes de délinquance de voie publique sur le terrain, on peut aussi le retrouver dans les bus, dans les trams, dans les trains. Donc c'est le fait que ça soit des espaces ouverts qui amène donc à traiter cette délinquance qui se produit dans les transports en commun. Alors il y a des particularités, c'est que ce sont des espaces confinés. Lorsqu'on est dans un véhicule, évidemment, on se sent un peu prisonnier du véhicule. Il n'y a pas d'échappatoire comme sur la voie publique. Et puis, c'est des espaces mobiles. Donc, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes et ce qui oblige les agents de sûreté, les policiers spécialisés dans la sécurisation des transports en commun, de travailler leur mode d'opérer, leur mode d'intervention dans ces espaces exigus. Et c'est aussi anxiogène pour les personnes qui se sentent, à un moment donné, pris à partie dans un espace exigu. Oui, Gilles, allez-y. Oui, je vais peut-être répéter ce que vient de dire Serge. L'idée, c'est que ce sont à la fois des espaces ouverts au public, donc ce sont des espaces publics. Ce sont des espaces publics mobiles. Et nous avons, les collectivités, les forces de l'ordre ont le devoir de préserver la tranquillité publique dans les espaces publics fixes, les places, les rues, les trottoirs. Et la question, c'est comment est-ce que ça se prolonge dans l'espace public mobile, qui est le véhicule de transport, c'est-à-dire collectif, c'est-à-dire la rame de train, c'est-à-dire la rame de tramway, c'est-à-dire la rame de métro. Et l'idée, c'est que, c'est pas simplement l'idée, c'est juridiquement établi, on doit protéger la tranquillité publique et assurer la tranquillité publique dans ces espaces. Et il se trouve que ces espaces, parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils sont parfois densifiés, sont des espaces anxiogènes. Non seulement ils sont effectivement des espaces dans lesquels il y a des lieux de délinquance, en particulier les vols à la tire, un peu spécifiques. Les vols à la tire, c'est dans les transports publics qu'il y en a le plus. Voilà. Les agressions à caractère sexiste, du fait de la promiscuité, sont quand même très importants dans les transports publics. Il y a des spécificités des transports publics par rapport à l'espace fixe. Mais une des grandes spécificités, c'est qu'au-delà des quelques 124 000 incidents de sûreté par an sur les réseaux d'Île-de-France, 124 000 quand même, c'est pas tout à fait rien. Au-delà de tout ça, on a encore plus peur, quoi. Ou du moins, on se sent encore plus en insécurité. C'est d'ailleurs vrai au plan sanitaire. Aujourd'hui, les transports publics ont du mal à retrouver certaines clientèles qui ne reviennent pas parce que elles considèrent que l'espace est confiné, donc il est moins sûr. Donc ça veut dire que comme on est sur un espace public mobile et confiné, on doit avoir des modes opératoires très particuliers. Il faut éviter les effets de panique quand il se passe une agression ou des choses de cet ordre-là, à l'intérieur d'un espace. Il faut savoir bloquer un bus. Il faut éviter les effets d'agglomération ou de fixation du conflit dans une gare. C'est très compliqué de faire une interpellation dans une gare de quelqu'un d'agité. Gare du Nord, 1 million de personnes passent. Vous savez comment ça commence, une interpellation, vous ne savez pas comment elle finit. Donc voilà la raison pour laquelle on parle de politique spécifique de sécurité dans les transports. Pour ajouter et compléter le propos de Gilles, les services d'intervention travaillent leur mode d'intervention dans ces espaces confinés. Par exemple, l'utilisation d'une bombe lacrymogène dans une rame de métro, c'est particulièrement déconseillé, parce que évidemment, si vous avez des gens qui sont atteints de certaines pathologies, on ne peut pas utiliser ce type d'armement dans un espace confiné. C'est un exemple du caractère particulier de toute intervention dans un bus, dans un tram ou dans un métro.
Alors, c'est particulier ce genre d'intervention, vous l'avez dit tous les deux, dans les transports collectifs, parce que ce sont des lieux confinés et de mobilité. Est-ce qu'on a aussi des spécificités en région Île-de-France ? Alors oui, Gilles a commencé à parler de ces spécificités. Vous avez des marqueurs de la délinquance dans les transports publics. Ces marqueurs, c'est les vols à la tire. Il faut savoir que 56% des vols à la tire qui sont commis en Île-de-France le sont dans les transports publics terrestres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une densité de personnes et que vous avez des tireurs, des pickpockets qui sont spécialisés dans ce type de délinquance et qui font des transports publics leur territoire de prédation. Vous avez aussi des vols avec violence. Voilà, avec violence de portables et d'autres objets. Et vous avez, c'est le quart des vols avec violence qui sont commis dans les transports publics par rapport à tout ce qui est constaté comme vol avec violence en Île-de-France. Donc c'est considérable. Vous avez ensuite, et je crains malheureusement que le chiffre soit sous-estimé, mais Gilles a évoqué la problématique, c'est toutes les atteintes à caractère sexuel. 10% de ces atteintes, celles qui sont enregistrées après une plainte par les services de police, donc on se doute bien que toutes les femmes ne déposent pas plainte, c'est quand même 10% de ce qui est constaté en Île-de-France. Et il y a une différence aussi entre Paris intramuros et les départements de la Petite Couronne par rapport au reste de la Grande Couronne. Paris, en raison de la densité des transports publics, avec le métro, les petites couronnes, c'est la même chose. Il y a 17% de la délinquance globale qui est constatée sur le territoire de Paris intramuros et des 3 départements de la petite couronne, qui est donc commis dans les transports publics. Alors que si l'on prend l'ensemble de l'Île-de-France, c'est 12,5%. Voilà, il y a une spécificité aussi de la plaque parisienne de Paris intramuros et des 3 départements de la petite couronne. Merci pour ces précisions, Serge. Gilles, j'aimerais qu'on parle du côté financement. Alors, c'est Île-de-France Mobilité qui finance les dispositifs et tout est piloté et coordonné par l'État et le préfet de police. Mais alors, pour avoir des précisions, qui fait quoi ? Qui contrôle quoi précisément, qu'on comprenne bien ? Non, mais c'est vrai que c'est un peu flou. Bon, d'abord, il y a une unité spécialisée de police pour les transports d'Île-de-France, qui elle est financée par l'État intégralement et qui est sous le contrôle de l'État. C'est le prolongement des forces de l'ordre régaliennes, avec intervention spécifique en Île-de-France et uniquement dans les transports. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a les unités de police classiques qui peuvent intervenir également. Et il y a surtout une très grande spécificité en Île-de-France, c'est que l'Île-de-France a 2 grands opérateurs, qui sont la SNCF et la RATP, et qui ont historiquement leur police des transports. La SUGE sous statut particulier. Ça n'existe pas pour... Transdev n'a pas sa police des transports. Transdev, quand ils ont besoin de mettre en place de la sûreté, ils ont recours à des sociétés spécialisées. Mais là, le métro a sa police des transports, GPSR, et la SNCF a sa police des transports, la SUGE, qui n'opère que sur les emprises SNCF. Alors maintenant, ils ont un droit de suite, parce que jusqu'à une période récente, quand un garçon sautait d'un quai de la RATP à un quai de la SNCF, il ne pouvait pas y avoir de suite entre la SUGE. Et c'est tout à fait récent, ça date d'il y a 2 ans. Bon, c'est quand même pas mal de l'avoir changé, cette spécificité. Mais c'est pour vous dire qu'on était quand même très très en retard et qu'il y a un grand corporatisme aussi qui existait dans cette affaire. Bon, donc la SUGE, elle est sur tout le territoire national, mais avec une énorme concentration d'effectifs sur l'Île-de-France, eu égard à la densité, la complexité, les types de délinquance. On a vu vol simple, vol à la tire, mais on n'a pas parlé aussi des vols en bande organisée. Vous avez vu des petites bandes de gens qui, dans le métro ou ailleurs, agissent de façon extrêmement mobile. On n'a pas parlé aussi des vols spécifiques de type raciste ou racial sur certaines populations, en particulier populations asiatiques, avec effectivement une cible très particulière. Tout ça n'existe pratiquement pas ou très peu en province. C'est quand même très spécifique à Paris. Donc là, il y a à peu près 3000 agents au total, si on enlève, qui s'occupent de transport, de sûreté dans les transports en Île-de-France, sans compter la sûreté privée, qui peut être requise par des opérateurs comme Transdev ou autres. Et donc on a plutôt des grands professionnels ici, mais probablement qui manquent des maillons sur un certain nombre de problèmes de sûreté
je dirais, de niveau relativement secondaire ou moins intense, parce qu'il y a aussi, dans certains réseaux, comme à Marseille, des médiateurs, c'est-à-dire des gens qui font de la sûreté par la médiation, si je puis dire. Et puis après, on monte un petit peu plus haut avec de la sûreté par des agents de sûreté, c'est-à-dire qui, eux, sont capables de sortir quelqu'un d'un véhicule de transport, puis après on monte en gamme et au bout du bout on a l'officier de police judiciaire qui lui peut récupérer quelqu'un et le mettre en garde à vue. Voilà. Et donc c'est cette chaîne de sûreté qu'il faut assurer sur l'ensemble des réseaux et sur l'ensemble des modes, alors qu'on a plutôt 2 polices modales, une pour le métro, une pour les chemins de fer. Donc il faut véritablement qu'on arrive à coordonner tout ça. Et actuellement, Île-de-France Mobilité, à son instigation, ils sont en train de mettre en place un QG, un quartier général commun, où là, il y aura tous les exploitants, plus la RATP, la SNCF et la police, sous l'autorité du préfet de police. Mais quand même, c'est essentiellement Île-de-France Mobilité qui paye. 150 millions par an, à peu près, le coût de la sûreté pour Île-de-France Mobilité. Merci Gilles pour ces précisions. Oui, Serge. Pour compléter, donc vous avez, comme le rappelait Gilles, l'autorité du préfet de police, qui est aussi préfet de zone, et qui a sous sa compétence, sous son autorité, toute la police des transports de la région Île-de-France. Vous avez au sein de la direction d'agglomération de la sécurité de proximité, une sous-direction de la police régionale des transports avec un bras armé qui est très important, qui est la brigade des réseaux franciliens. Et j'ajoute que ce service a aussi un service d'investigation qui va traiter toutes les affaires qui ont été commises au sein du métro et des transports publics. Donc il y a vraiment une force de frappe en Île-de-France qui ne peut pas exister ailleurs. Gilles a parlé de la SUGE, du GPSR, des agents de sécurité privée qui viennent parachever cette chaîne de sûreté et ce centre de commandement opérationnel sûreté qui, je crois, à la fin de l'année, va permettre un pilotage complet très opérationnel de toute l'activité de sûreté en Île-de-France. Donc l'Île-de-France, par rapport à la province, est vraiment très en avance et c'est historique aussi, compte tenu de la densité des transports publics à Paris et dans le reste de l'Île-de-France. C'est un besoin aussi qu'on a en Île-de-France, avec cette densité, de toute façon, de mettre en place d'énormes mesures. Oui, Gilles ? Oui, et ce centre unique de pilotage était d'autant plus nécessaire que, vous avez compris, il y avait ceux qui commandaient, préfecture de police, et ceux qui payaient, c'est-à-dire la région Île-de-France. Donc à un moment donné, c'est pas très durable d'avoir ceux qui payent et ceux qui commandent qui ne sont pas ensemble. Et donc je pense que c'est une très grande avancée. Je voudrais dire ici, en étant provincial, que bien sûr, c'est un endroit où il y a très particulier, une des plus grandes agglomérations du monde. Donc je veux dire une gamme d'incivilité, de délinquance très très importante, et les Parisiens ou les Franciliens s'en aperçoivent pas, mais c'est le système très largement le plus évolué et le mieux doté de France, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement complet, y compris en caméra de surveillance, et en capacité de poursuite, de mobilisation de l'Île-de-France, c'est tout à fait remarquable, quoi. Alors qu'on n'a pas du tout ça en province, on est à des années-lumière. C'est bien de le spécifier en tout cas, de s'en rappeler ici, effectivement. Mais je vais rajouter que Valérie Pécresse a annoncé le doublement des effectifs de sûreté dans les transports publics gérés par Île-de-France Mobilité. À quel horizon ? Ça a été annoncé très récemment, donc voilà, elle en a fait un objectif de son nouveau mandat, donc doublement de la présence humaine, parce que qu'est-ce qui compte en fin de compte ? C'est d'avoir des agents en capacité d'intervenir rapidement, en capacité de dissuader les fauteurs de troubles, en capacité de rassurer les usagers des transports. Donc ce doublement des effectifs va vraiment influencer, je crois, de façon très positive, va jouer sur le sentiment de sécurité des usagers. Clairement. Merci beaucoup, Serge. Gilles Savary, la loi du même nom que vous portez votre nom, puisque c'est votre loi, elle a mis en place des dispositifs pour assurer plus de coordination autour des préfets. J'aimerais que vous nous parliez de cette loi. Quels sont les apports de cette loi ? Oui, c'est une proposition de loi, donc ce n'était pas un projet de loi du gouvernement, c'est pour ça qu'elle porte le nom en général de son auteur. Il y en a beaucoup de propositions de loi, il y en a peu qui aboutissent, mais après l'attentat du Thalys, le gouvernement
a effectivement ouvert les vannes et a dit bon, on peut examiner ce texte. Donc c'est un texte qui a deux grands volets, lutte contre la fraude. À l'époque, on estimait à autour de 500 millions d'euros la fraude qui pesait sur RATP SNCF seulement par an, donc c'est tout à fait considérable. Et la fraude, d'abord, c'est une injustice, puisqu'il y a ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Et on vous l'a dit, c'est l'antichambre des incivilités, parce qu'après, on monte en gamme. Donc la SNCF et la RATP étaient très, très largement derrière nous, donc on a pris des dispositions qui rendent beaucoup plus sévères un certain nombre d'actes et de délits. À l'époque, on commençait à avoir des applications numériques pour prévenir quand il y avait des contrôles. Et c'est là où j'ai constaté que la fraude était aussi une fraude de col blanc. C'est-à-dire que dans le TGV, des gens qui disaient attention, le contrôleur arrive à travers une application de façon à ce qu'on puisse fuir le contrôleur. Mais il y avait mieux encore, il y avait la mise en place de mutuelles de fraudeurs. C'est-à-dire que je crée une société d'assurance qui fait que, bon, d'accord, tu vas te faire choper, c'est pas la peine que tu payes tes transports, mais c'est la société d'assurance qui paiera. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça a disparu à partir de ma loi. Okay. Parce que ça commençait à prendre des proportions absolument considérables. Voilà. Et ça touchait là plutôt des gens sophistiqués. Et oui, bien sûr. Vous voyez, enfin, je veux dire, les passagers du Thalys, les passagers du Ouigo, et pas simplement ceux du TERB. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Puis après, donc on a aussi mis en place des possibilités d'intervention des agents de la SUGE et du GPSR en civil, ce qui permet effectivement... sur une ligne qui est un peu fragile, dans laquelle il y a beaucoup d'actes de délinquance ou de pression sur les femmes qui sont exercées, de mettre des gens qui sont effectivement des agents de sûreté et qui peuvent effectivement confondre. On a essayé de contourner, on n'y est pas bien arrivé, une très grande difficulté qui est celle du contrôle d'identité. On a mis en place un dispositif qui commence tout juste à se mettre en place après des déboires juridiques, et qui est une agence nationale de renseignement sur les identités des gens, parce qu'on avait des taux de recouvrement très faibles. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place un procès verbal, mais quand vous êtes à 14% de taux de recouvrement de votre procès verbal, parce que le type vous a donné une fausse adresse ou des choses de cet ordre-là, donc un service se met en place pour vérifier à partir des coordonnées bancaires, et évidemment sous serment et de façon très anonyme, se met en place pour que l'on puisse effectivement poursuivre et vous envoyer l'huissier si vous n'avez pas payé, avec évidemment des majorations assez logarithmiques, si je puis dire, ou exponentielles, pardon, de l'amende. On a mis en place une lutte contre la fraude d'habitude qui a pas mal fonctionné, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait véritablement poursuivre qu'au bout de 10 manquements. Maintenant, c'est 5. Et donc, ça s'appelle la fraude d'habitude. Et voilà. Et donc, ça a bien fonctionné. On a permis maintenant aux autorités organisatrices de se doter de services de sûreté interne. On a permis aux maires de déterritorialiser les compétences de leur police municipale. On a donné des compétences transport aux polices municipales, si elles le souhaitent, et elles peuvent maintenant rentrer dans un mode de transport. Vous voyez comme c'était archaïque. C'est notre commune, en fait, ça peut aller bah oui, parce que si vous voulez, la ligne qui traverse on ne peut pas quand même imaginer que on s'arrête à un arrêt, que des agents de sûreté, je veux dire, ils tiennent quelqu'un qui n'a pas payé. Le type lui dit tu me relâches parce qu'on vient de franchir, la limite communale. On est là dans quelque chose de mobile qui en général traverse les agglomérations, et donc il faut pouvoir déterritorialiser juridiquement la compétence des polices municipales. Ça, c'est mis en place déjà ? C'est mis en place, mais ça se heurte quand même, je dois le dire, aux effets de clocher. Les maires veulent garder leur police municipale, n'ont pas envie de les mettre en commun. Ça a été remarquablement fait à Orléans, ça se fait à Melun, mais c'est encore beaucoup trop embryonnaire. Et ce qui est en train de se passer, c'est que certaines communautés de communes, communautés d'agglomération ou métropoles de Nantes, se dotent de leur propre police intercommunale des transports. Mais elle a aussi des limites. Parce que pour qu'une police intercommunale intervienne, eh bien, c'est sous la responsabilité juridique du maire, à chaque fois, même si elle est intercommunale, et je pense qu'il faudrait lever ça. Je pense que c'est une des avancées que l'on pourrait mettre en œuvre. Donc voilà, une loi qui a été une première étape. Aujourd'hui, les choses continuent. Elle a mis en place une expérimentation des caméras piétons. Maintenant, je pense qu'on va aller vers une généralisation des caméras piétons. Elle a permis d'utiliser un petit peu plus la vidéosurveillance. Maintenant, on va vers la vidéosurveillance dynamique. Bref, le dispositif de sûreté se renforce
à la fois par les compétences des hommes, mais aussi par, comment dirais-je, les développements techniques. Et enfin, on a rendu, on n'a pas rendu obligatoire, mais on a ouvert la possibilité de faire des contrats d'objectifs de coordination des forces dans chaque préfecture, sous l'autorité du préfet. Un peu ce qui se fait en Île-de-France, mais sous l'autorité du préfet, dans chaque département. Le ministère a mis 2 ans, non, 2016, 2020, 4 ans pour prendre une circulaire d'application. Donc ça existe que dans 2 endroits, et c'est Transdev qui a impulsé ça auprès des préfets, en particulier à Nîmes, où il y a un contrat d'objectif de sûreté entre l'ensemble des exploitants du département et la préfecture. Ça veut dire que l'on coordonne les forces, ça veut dire que l'on peut mener des opérations coup de poing, ça veut dire qu'un jour on dit, voilà, on a une ligne qui est très instable, il y a beaucoup d'agressions, on décide d'y mettre les forces, les polices municipales, la gendarmerie, si c'est hors zone, la police dans la zone, et puis pendant 1 semaine, on va ratisser la ligne. Voilà. Et donc on a une opération extrêmement visible, extrêmement dissuasive, mais pour ça il faut que tout le monde soit coordonné. Donc cette coordination, avec la loi Fauvergue sur la sécurité globale, elle a gagné un cran, c'est-à-dire que maintenant ça va être obligatoire, ces contrats d'objectifs de sûreté dans les transports, dans toutes les agglomérations, les départements de plus de 1 million d'habitants. Donc les préfets vont être obligés de se bouger. Ça veut dire que vont siéger sur des objectifs de sûreté et aussi sur des observations de sûreté. Vous avez vu les statistiques Île-de-France. On n'a pas des statistiques aussi précises pour les autres réseaux. Il y a Paris et le désert français de ce point de vue-là. Un réseau qui est très organisé, c'est le réseau de Lyon. Et c'est un des plus beaux réseaux, c'est même le plus beau réseau de province de France. Bon, le réseau marseillais est aussi très organisé, mais très géré par la police nationale, parce qu'en réalité, il y a des types de délinquance quand même un peu hors normes. Voilà. Mais pour d'autres réseaux, on est juste au début du commencement d'une politique de sûreté. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je rajouterais au propos de Gilles le fait que l'autorité judiciaire, le parquet, est bien sûr associé à ces contrats d'objectifs sûreté, puisqu'ils sont en bout de chaîne. Il est important que la réponse judiciaire soit à la hauteur des infractions commises par les personnes interpellées. Bien sûr. Alors, vous en avez parlé brièvement, Gilles. Du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus, sur ce qu'on appelle la vidéoprotection dynamique. Serge, vous avez développé ça chez Transdev. Pouvez-vous nous expliquer un peu le dispositif ? Alors, c'est de la vidéo qui permet de transmettre en temps réel à un PC régulation ou un PC de sûreté, selon l'importance du réseau, les images qui sont prises à l'intérieur du bus, même s'il est en mouvement. Donc, c'est déclenché. Alors, il y a un dispositif qui existe, qui a été expérimenté à Argenteuil. Donc ça permet, sur déclenchement d'une alerte par le conducteur, le visionnage en direct de ce qui se produit dans le bus. Ces images, ou alors ça peut se faire aussi à partir d'un déclenchement d'alerte par un usager, ça aussi c'est très important, très intéressant. Le PC visualise en direct, en temps réel, la problématique à traiter. Lui-même peut soit appeler les forces de l'ordre, que ce soit la police municipale ou la police nationale, pour leur indiquer très précisément ce qui se passe dans le bus. Il peut même renvoyer en temps réel les images au PC de la police nationale, ce qui permet aux équipages d'avoir des renseignements très fiables et de préparer dans les meilleures conditions leur intervention dans le bus ou à un arrêt de bus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et je pense que Transdev va continuer à développer ce système qui est très opérationnel et qui permet une efficacité réelle des effectifs d'intervention, que ce soit des agents de sûreté ou des effectifs de police, sur le problème de sûreté à régler. D'accord. Alors j'aimerais qu'on reste justement sur les caméras, puisqu'en Île-de-France, on a environ 80 000 caméras piétons. Alors il s'agit plutôt... c'est pas des caméras piétons, c'est pas des caméras au total. Voilà, c'est excusez-moi. Voilà. Donc le total des caméras en Île-de-France est 80 000. Les caméras piétons, d'ailleurs, je rebondis là-dessus sur mon erreur, c'est un dispositif expérimental. Est-ce qu'on va continuer à le développer ou pas, ça ? Oui, alors la loi sécurité globale et de défense des libertés donc, a pérennisé l'expérimentation qui a été conduite par les effectifs de la SUGE et du GPSR et a autorisé l'expérimentation de ces caméras piétons pour les agents assermentés de l'exploitant des transports. C'est-à-dire que dorénavant, les contrôleurs, je vois des collègues qui travaillent dans ce domaine, vont
vont pouvoir être dotés d'une caméra piéton. Alors cette caméra piéton, elle doit être utilisée dans des conditions extrêmement précises, c'est-à-dire que, par exemple, dans un bus, un contrôleur a maille à partir avec une personne qui est récalcitrante, qui ne veut pas donner son identité, qui commence à s'agiter, qui commence à la bousculer. Là, le contrôleur va annoncer à la personne qu'elle va être filmée, et généralement ça suffit à calmer les esprits et à dissuader le fraudeur d'aller plus loin dans ses invectives ou dans les violences qu'il commet à l'encontre des contrôleurs. Donc c'est vraiment un outil de dissuasion et surtout un outil d'administration de la preuve. Et là aussi l'autorité judiciaire va pouvoir faire exploiter ces vidéos, et puis donc ça permettra au contrôleur aussi de prouver que sa conduite a été irréprochable, parce que c'est aussi un outil de déontologie. Et donc c'est vraiment une avancée très importante et très sécurisante pour les vérificateurs de titres. Très bien, merci Serge. J'aimerais qu'on parle un peu de Transdev. Île-de-France Mobilité a voulu compléter le dispositif de sécurité et de sûreté dans les transports avec le déploiement d'agents de sécurité privés dans les transports en commun, et ce depuis 3 ans. Alors, on en a parlé avec Gilles, mais quelle est la différence entre vos agents de sécurité, de sûreté, si je puis dire aussi, comparés à ceux de la SUGE ou du GPSR? Alors, Île-de-France Mobilité a été très innovant. Transdev a été sollicité pour mettre en place et déployer des agents de sécurité privés, mais dans une prestation non pas de vigile classique, statique, mais une prestation de sécurisation dynamique des réseaux. Je m'explique, ce sont donc des trinômes d'agents de sécurité privés qui ont une formation d'agents de prévention et de sécurité, auquel la société de sécurité privée, qui a été choisie à partir d'un cahier des charges très précis, a donné une formation complémentaire pour les raisons que j'évoquais, liées aux difficultés d'intervention dans un espace confiné par exemple. Et donc ces trinômes d'agents sont soit embarqués dans des bus, soit assurent un suivi de proximité des bus à partir d'un véhicule. Ils ont une tenue qui ressemble assez fortement à celle des agents de la SUGE ou du GPSR, mais par rapport à ces services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas dotés d'armes létales ni non létales. Vous avez vu que hier, des agents de la SUGE ont dû faire usage de leur arme à feu sur un individu menaçant un groupe de jeunes à l'aide d'une arme blanche. Voilà. Donc là, la spécificité, ils sont là avant tout pour rassurer, pour dissuader, pour intervenir, le cas échéant, dans le cadre du flagrant délit ou d'un crime flagrant, et surtout d'être l'interface avec les forces de police locales. Du coup, ils ont des formations spécifiques, j'imagine. Alors, il y a des formations spécifiques qui sont prodiguées. Pas que du karaté. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout des Golgoth ou ce type de personnages. Ce sont vraiment des gens qui sont formés à cette mission de sécurisation. Alors, il y a une partie médiation, il y a une partie aussi accompagnement de la clientèle, il y a aussi une partie accompagnement des victimes lorsque malheureusement un fait se produit. Ils sont surtout là pour renforcer la présence humaine. C'est le maître mot, je pense que Gilles est d'accord avec moi, la présence humaine, c'est le maître mot de la sûreté dans les transports publics. Bien sûr, il y a la vidéoprotection, il y a des éléments techniques qui sont importants, mais la présence humaine reste quand même le point le plus important d'une politique de sûreté. Alors, j'ajoute, avant de laisser la parole à Gilles, qu'Île-de-France Mobilité, sous le pilotage de Bénédicte Guittard, qui est la déléguée générale à la sûreté d'Île-de-France Mobilité, a créé un groupe de travail auquel participent Transdev et d'autres opérateurs, un groupe de travail auquel participe la branche professionnelle de la sécurité privée, des spécialistes de la formation et des certifications, et on est en train de finaliser un module spécifique
de spécialisation pour les agents de sécurité privée intervenant dans les transports publics. Ce titre professionnel doit à terme être reconnu par France Compétences. Certification. Voilà, ce qui permettra aux autorités organisatrices de mobilité, mais aussi aux exploitants des transports, aux opérateurs de mobilité, de pouvoir avoir la certitude que les agents de sûreté qui vont être déployés sur les réseaux sont parfaitement qualifiés. Gilles, un mot là-dessus aussi ? Oui, d'abord, SUGE et GPSR ont été créés par la loi, spécifiquement par la loi. C'est-à-dire que ce sont deux corps qui sont créés par la loi, qui ont leur autonomie juridique, si je puis dire. Deuxièmement, ils sont à un niveau de compétence qui est tout juste inférieur à ceux des forces de l'ordre, et donc qui leur permet de porter une arme létale, depuis peu d'ailleurs, mais dont ils ont fait usage hier, au niveau de la SUGE, ce qui n'est pas le cas des agents de sécurité. Ils ont des capacités de procès-verbal, ils ont des capacités limitées, beaucoup plus limitées que la police, mais de rétention des gens. Ils ont la possibilité de sortir des gens des véhicules de transport. Bref, ils ont des modalités, ils ont des capacités d'intervention juridique beaucoup plus importantes que les agents de sécurité et de sûreté qui sont là pour, faire en sorte d'assurer la tranquillité publique, si je puis dire. Après, les interventions lourdes, c'est d'autres corps, et ça va au niveau supérieur, au niveau de la police et de la gendarmerie, évidemment. C'est pour ça que le concept de continuum de sécurité... On peut en parler un peu plus de ça, effectivement. Voilà, le concept de continuum de sécurité suppose aujourd'hui que l'on ouvre des compétences, en matière de transport comme ailleurs, très ciblées et très, très complémentaires les unes des autres, à différents corps d'intervention. En dessous des agents de sécurité, qui sont des agents de sûreté en réalité, après il y a les médiateurs, qui eux alors ont aucune capacité de coercition, si je puis dire. Les médiateurs, c'est simplement le palabre. Ça marche bien à Marseille. Ils sont en jaune fluo, ils montent dans les rames. Quand il y a quelqu'un qui commence à s'énerver ou qui est un peu éméché, il se rapproche de lui, il l'entoure, lui dit « Ne vous inquiétez pas, pesez-vous, faites pas de bruit ». Voilà, des choses comme ça. Et donc le continuum de sûreté, si on veut assurer la tranquillité publique, et je pense que Serge a raison, partout où il y a de l'angoisse, il faut qu'il y ait de l'humain. C'est très clair. Et il y a de l'angoisse dans les transports publics. Donc il faut qu'il y ait de l'humain, mais cet humain, c'est pas forcément la SUGE ou GPSR partout. C'est très cher, la SUGE et le GPSR. Ils sont entraînés. Ils ont des certifications qui doivent être revalidées de façon régulière. Donc on peut assurer aussi très largement, avec d'autres personnels que la SUGE et que la police, la tranquillité publique et un apaisement très important dans les transports. C'est ça le continuum de sécurité. C'est à partir du contrôleur jusqu'à l'officier de police judiciaire, quand on en a besoin, les choses doivent être fluides, elles doivent être coordonnées et comment dirais-je, doivent pouvoir s'articuler en fonction, évidemment, des situations, du contexte et éventuellement des événements extraordinaires qui peuvent se produire. Je vais vous donner un exemple de continuum de sécurité, de coproduction de sécurité, qui existe depuis maintenant bien 2 ans en Île-de-France. Vous avez la préfecture de police qui organise des opérations conjointes qu'on appelle OVRD, pour opérations de visibilité, de rencontre et de dissuasion. C'est-à-dire que ces opérations sont pilotées par la préfecture de police. Vous avez donc des agents de la police, de la brigade des réseaux franciliens qui y participent. Vous avez les policiers du commissariat local qui viennent s'ajouter à ce dispositif. Vous avez des agents de la SUGE, des agents du GPSR, vous avez des contrôleurs de titres, des opérateurs de mobilité qui se trouvent sur ces pôles d'échange et d'intermodalité. Et puis vous avez maintenant, et donc pour moi c'est la traduction concrète de ce continuum de sécurité, des agents de sécurité privée, ceux dont j'ai parlé, dont j'ai expliqué l'émission, qui viennent en complément. Donc tout ça fait qu'au bout du compte, vous avez une présence humaine très importante, et ça permet aussi, parce que moi j'ai été commissaire en sécurité publique, c'est que ça permet aussi d'économiser quand même quelques forces
pour le commissariat local, qui au lieu d'envoyer 2 véhicules, va en envoyer qu'un, puisqu'il sait qu'avec les agents de sécurité privée, l'opération va être sécurisée. Et je voudrais rajouter que, contrairement à une imagerie populaire, les agents de sécurité privée sont des gens formés et très encadrés. Ils sont très encadrés dans leur recrutement, ils sont très encadrés dans leur mission. En général, d'ailleurs, ces boîtes de sécurité privée, du moins celles que Transdev a mis en place de façon assez spectaculaire et remarquable dans des réseaux de bus d'Île-de-France, sont encadrées par des anciens professionnels de la police ou de la gendarmerie, de très haut niveau, ça peut être du GIGN ou de cet ordre-là, des gens très, très exigeants, très attentifs à la stabilité, notamment psychologique, de leurs agents. Donc il ne faut pas penser que c'est de la sûreté au rabais. C'est pas de la sûreté d'amateur non plus. Voilà. Donc je pense que c'est extrêmement important. C'est bien un élément de la chaîne qui peut rendre d'énormes services par rapport au recours à la police. Alors, un des soucis qu'on a avec les collectivités locales, c'est qu'elles hésitent à s'engager là-dedans parce qu'elles disent que c'est à la police de tout assurer. Mais, donc c'est un petit peu la chicaya entre les collectivités locales et l'État. C'est à l'État de faire, c'est pas à moi de payer. Oui. Mais très franchement, quand on est responsable, et ça, moi je rends hommage à Valérie Pécresse parce qu'elle l'a compris, quand on est responsable d'une collectivité territoriale, on ne peut pas se désintéresser de la façon dont vivent les populations et ce à quoi elles sont exposées. Et donc, on peut apporter sa pierre, et donc ça permet à la police d'être en réalité plus présente là où elle le faut sur des incidents d'une grande intensité, et le reste du temps de la soulager, parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à la police de faire de la médiation, c'est beaucoup trop cher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça que la notion de continuum, et un certain nombre d'élus locaux commencent à s'y ouvrir. Hein. Je vous dis, Johanna Roland à Nantes, et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. J'aimerais, Gilles, qu'on parle aussi de cette loi de sécurité globale que vous avez énoncée tout à l'heure pour les exploitants, comme Transdev, hein, avec l'implication de la sécurité privée. Selon vous, elle n'a pas été assez loin, cette loi, du coup. Pourquoi? Bon, c'est une loi qui a... Un des grands apports sur les polices municipales, c'est d'avoir doté Paris d'une police municipale. Oui. Bon, très bien. Bon, mon point de vue, moi, je suis assez satisfait quand même qu'elle ait rendu obligatoire les contrats d'objectifs départementaux, c'est-à-dire encore une fois le préfet qui convoque toutes les autorités organisatrices et tous les exploitants de ces autorités organisatrices et qui leur dit « Je veux que vous me répertoriez tous les incidents, je veux que l'on se fixe des accidents, comment dirais-je, des objectifs par réseau de sûreté et de sécurité, par exemple sur le vol à la tire, sur les atteintes sexuelles. Et puis je veux, et je m'engage moi aussi le préfet, à ce qu'on fasse des opérations coordonnées quand c'est nécessaire. Il y a une bonne coordination justement entre tout ça, entre l'État, l'autorité organisatrice. C'est pour ça que ces contrats d'objectifs sont faits. En général, ça marche quand même pas mal. Même quand ils n'existent pas, on ne peut pas dire que c'est l'année zéro de la sécurité. Enfin, ma loi n'est pas l'année zéro de la sécurité dans les transports. Elle est une loi importante parce que c'est pour la première fois, elle a marqué, je crois, le fait que, comment dirais-je, on spécifiait la question de la sûreté dans les transports, mais il y a des endroits où ça marche très très bien aujourd'hui, où les forces de police, de gendarmerie sont très mobilisées. Dès que les AO appellent ou dès qu'un exploitant appelle, Dieu merci, ça fonctionne. Ce n'est pas le degré zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on sent aujourd'hui qu'avec la montée des incivilités, la montée du sentiment d'insécurité, il faut qu'on durcisse ce dispositif et qu'il soit, même y compris d'ailleurs, je dirais, sur l'ensemble de la journée. Parfois, il faut aller plus loin la nuit, il faut avoir des mobilisations. Bref, il faut que l'on soit au courant de ce qui se passe et très attentif pour apporter des réponses à cet espace public et y assurer la tranquillité publique. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc en Île-de-France, il y a un énorme travail qui est fait. En ce qui concerne la loi Fauvergue, moi, je regrette une chose. C'est que les transports, c'est une compétence d'agglomération. C'est-à-dire, c'est absolument évident. On ne met pas une ligne de tramway qui franchit pas l'espace communal ou une ligne de métro. Donc c'est une compétence qui est systématiquement ou quasi systématiquement déléguée des communes à une structure intercommunale. Ça s'appelle une métropole, ça s'appelle une agglo, ça s'appelle une communauté urbaine, comme vous voulez. Mais ce sont les métropoles, et heureusement, qui font les plans de transport, qui mettent en place leurs réseaux, les réseaux de tramway, les réseaux financent ces investissements.
Eh bien, ce qui est très curieux, c'est que ce transfert de compétences des municipalités, initialement, à la structure intercommunale, parfaitement légitime, parce que c'est comme les ordures ménagères, c'est vraiment quelque chose d'intercommunal. On gagne beaucoup, je veux dire, de compétences et de confort pour les habitants en faisant une compétence intercommunale. Ben, ce transfert de la compétence transport n'enclenche pas automatiquement le transfert de la compétence de police des transports aux agglos. Donc aujourd'hui, vous avez une agglo comme Bordeaux, il y a des incivilités dans les transports, elle n'a pas de compétence de police dans les transports. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut évoluer vers ça. C'est-à-dire à partir du moment où un transfert de compétences à une structure intercommunale devrait automatiquement enclencher le transfert de sa compétence de police. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges fortement intéressants sur la sécurité et la sûreté. On insiste sur la différence entre les deux termes, à renforcer en Ile-de-France et aussi en province. En tout cas, les dispositifs sont extrêmement intéressants et importants ici. Merci à vous deux pour ces échanges. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci. Et on vous retrouve bientôt pour d'autres conférences sur le salon de la MIF.